On sait que les nouveaux chapitres de Hunter x Hunter peuvent sortir à tout moment. Donc je me suis dit pourquoi pas récapituler tout ce qu'on sait sur les princes de Kakin et la guerre de succession. Donc forcément cette vidéo elle va être dédiée uniquement pour ceux qui sont à jour sur le manga. Si vraiment vous n'avez pas vu le manga, je vous conseille vraiment de le lire. Franchement je peux comprendre que parfois le fait qu'il y ait beaucoup de texte, ça peut déranger certaines personnes en termes de complexité, de stratégie, de casting avec la brigade fantôme, Kurapika et Hisoka. C'est le très haut niveau. Ça serait pas abusé de dire que la guerre de succession est le meilleur arc de Hunter x Hunter. Si vous aimez les vidéos Hunter x Hunter ou de manga de manière générale, likez et abonnez-vous. Comme son nom l'indique, l'objectif de la guerre de succession, c'est de choisir le futur roi parmi les 14 princes. Cette épreuve sanglante se passe dans le Black Whale, qui se dirige vers le continent caché, mais qui va s'arrêter entre-temps dans le Nouveau Monde. La durée du trajet pour aller dans ce continent en question est de 2 mois. Dans cette guerre de succession, le roi Oikoro est neutre. Il veille bien à donner la même règle pour chaque prince. La règle est la suivante. Le seul et unique survivant sera désigné comme mon successeur officiel. D'ailleurs, certains princes ont réussi à trouver une faille à cette règle, mais ça, on verra ça plus tard. Mais bon, ça ne l'empêche pas de guider ses enfants quand ils en ont besoin. On peut voir ça avec Alkenberg, par exemple. Dès qu'un prince meurt, le roi Oikoro ramène le cadavre dans une salle avec 14 cercueils. Cette salle elle est vraiment intrigante parce que normalement il devrait y en avoir que 13 vu qu'un seul prince va être choisi parmi les 14. Donc est-ce que le roi Oikoro va se mettre lui-même dans un cercueil à la fin de la guerre de succession? Ça reste un mystère. Mais le roi Oikoro n'est pas le seul à contrôler la guerre de succession. Il y a également les 3 artefacts divins de Kakin. Avec Koshuran, la jarre qui contient l'œuf qui permet au prince d'avoir une bête de naine liée à la personnalité de l'utilisateur. Une bête de naine a sa propre capacité et elle fera tout pour protéger son prince. Cependant le prince est incapable de l'avoir. Puis l'objet divin qui veille sur le bon déroulement de la guerre de succession, Gizazen Butsu, le Bouddha méditant. On n'a pas énormément d'informations sur cet artefact, mais on peut supposer que c'est cet objet qui empêche les princes de s'échapper, comme on a pu le voir avec Kacho et Fugetsu. Et enfin, pour terminer, le glaive royal remis au successeur Kichomaru, qui signifie bonne fortune. Là, cette fois, on n'a aucune information sur l'objet, mais à mon avis, c'est peut-être une petite arme capable de trancher le nain. Ou alors, vu le nom, c'est une arme qui est capable de tuer à coup sûr une cible. Mais bon, là, ça serait peut-être un peu trop fort. Mais dans cette bataille, il y a un homme qu'il faut absolument pas oublier. Et cet homme, c'est Beyond Netero, le fils de Isaac Netero, l'ancien président des Hunters. Selon sa fille, Beyond est un homme froid, minutieux et rusé. 30 ans avant la guerre de succession, Beyond s'est marié avec une jeune haut gradée de Kakin. Grâce à cette démarche, ses enfants ont pu intégrer l'armée royale et ainsi se rapprocher des princes. Mais ce n'est pas tout, il a également maudit ses enfants. Leur objectif dans cette guerre, c'est de maudire les princes afin de les tuer. Cependant, ils n'ont pas leur mot à dire et ils ne savent pas qui est leur cible. C'est Beyond qui a la capacité de déclencher la malédiction à tout moment. S'il fait ça, c'est pour éliminer tous les concurrents afin que son fils devienne le roi de Kakin. Le fait que le fils de Beyond fait partie des princes de Kakin est la seule information qu'on a eue. On n'a aucune information pour identifier ce dernier. Voilà, c'est tout pour les infos globales de la guerre de succession. Maintenant, je vais décrire chaque prince avec toutes les informations qu'on a eues. Le prince numéro 1, Benjamin, qui a pour mère Unma, est l'aîné de la famille. Son objectif est la purification de Kakin, et pour ça, il est prêt à tout. Même être cruel avec ses frères si jamais il s'oppose à son pouvoir. Son plus grand défaut, ça reste son impulsivité. Même si parfois, selon Balsamico, le prince Benjamin est capable de prendre de bonnes décisions grâce à sa logique. D'ailleurs, il ajoutera aussi que parmi tous les princes, c'est lui qui a le plus grand potentiel. Mais son plus grand point fort dans cette guerre de succession, ça reste quand même sa milice privée. Grâce à son statut de vice-conseiller suprême des armées, il a accès à des militaires très expérimentés qui possèdent le naine. D'ailleurs, je vais le dire ici pour pas me répéter pour les prochains princes, le fait de ramener une milice privée dans la guerre de succession est un privilège que seuls les 4 premiers princes ont le droit. Les autres princes, c'est des gardes sous contrat, qui ne resteront pas après la guerre de succession, comme Kurapika ou l'association des Hunters. Benjamin est très fier dans son armée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne voulait pas que l'association des Hunters analyse son armée, parce qu'il ne méritait pas ce privilège. Ça ne l'empêche pas d'être strict avec eux, étant donné que pour lui, la hiérarchie c'est très important, comme on a pu le voir avec la dispute avec Camilla. Par contre, Balsamico et Benjamin ont l'air vraiment très proches. On peut voir que Balsamico est le seul soldat qui teste et évalue les capacités de Benjamin et qui sait l'arrêter quand il faut. Donc j'espère vraiment que Togashi il va développer ça parce que leur histoire m'intrigue vraiment. Comme vous l'avez compris, si Benjamin a réussi à dominer cette guerre de succession jusqu'à maintenant, c'est clairement grâce à son armée. Je pense notamment au moment où il a envoyé une partie de sa milice vers les autres princes pour les étudier. Mais bon, individuellement, ça reste quand même un monstre. Déjà, on a pu voir qu'au tout début, il a tué un lion à main nue, mais en plus, il maîtrisait le naine bien avant la guerre de succession. Donc il faut vraiment pas sous-estimer son expérience. Ses capacités de naine lui permettent de récupérer les capacités des personnes qui lui ont géré fidélité. De ce qu'on a vu, le prince Benjamin a récupéré 3 capacités. Le Air Blow, le Secret Window et la capacité de bouclier de Shikaku. On ne sait pas combien de capacités il peut recevoir, mais d'après sa main, il peut en recevoir minimum 4. Peut-être même 8 s'il peut recevoir des étoiles dans son autre main. On n'a aucune information sur la capacité de la bête de naine de Benjamin, mais vu sa personnalité, elle risque d'être très dangereuse. Dans les derniers chapitres, Benjamin se déplace librement pendant l'état d'urgence spécial. Là, toute la population est contrôlée et il est en train de se servir de cet événement pour obtenir les 3 pouvoirs. Cependant, malheureusement pour lui, il est infecté. Donc avec le peu de temps qui lui reste, son objectif ça va être de tuer tous les princes et donner la succession à son enfant. Selon lui, il reste seulement 4 princes. Bon là, ça va être l'instinct un peu théorie, mais à mon avis, dans les prochains chapitres, il va y avoir une confrontation entre lui et le 4e prince. Parce qu'au début, on a vraiment pu voir qu'ils ont une très mauvaise relation.
Le prince numéro 2 Camilla, qui a pour mère Doizuru, a l'air d'une gentille fille à papa en apparence, mais elle est très dangereuse. Camilla déteste son entourage. C'est pour ça qu'elle veut changer son environnement pour que le monde s'adapte à elle. Pour elle, un rêve doit absolument se réaliser. C'est d'ailleurs pour ça que Tsubepa, le prince numéro 5, va dire que parmi tous les princes, c'est elle la plus avide. Camilla domine clairement sa mère, en allant même lui demander de se rapprocher de Benjamin et Alkenberg. De ce qu'on a pu voir, Doizuru est clairement dans le camp de Camilla, malgré le rapport de domination. Camilla a sans doute la milice privée la plus intéressante dans cette guerre de succession. Et ça, c'est grâce aux Intouchables. À l'origine, les Intouchables perpétuaient une tradition qui s'appelait le compagnon de l'au-delà. Une personne du sexe opposé devait être enterrée à côté d'un prince qui n'a pas été intronisé. S'il faisait ça, c'était pour éviter qu'après sa mort, le prince entre le roi actuel. Mais malheureusement pour eux, être le compagnon d'un prince était très mal vu. Même après la disparition de cette tradition, les Intouchables vivaient des conditions horribles et ils avaient aucune chance d'intégrer des hautes fonctions. Jusqu'à ce que Camilla intervienne. Elle les a invités dans sa milice privée, puis les a installés dans son propre domaine. C'est à partir de là que les Intouchables vont être très reconnaissants. Et pour l'aider le mieux que possible, ils vont créer un naine lié à la tradition compagnon de l'au-delà. Pour que la capacité de naine fonctionne, il faut qu'ils aient un nom, une photo, un objet ou un élément du corps de la victime. Plus l'utilisateur est proche de la victime ou pense beaucoup à elle, plus la malédiction sera puissante. Pour déclencher la malédiction, il faut que l'utilisateur meure, de préférence devant la victime. Leur capacité montre bien qu'ils sont prêts à tout pour Camilla, même si j'ai l'impression que la relation n'est pas très réciproque. En tout cas, si Camilla a sauvé les Intouchables uniquement pour anticiper leur capacité de naine, franchement c'est très impressionnant si on fait l'avocat du diable. En plus d'avoir une très bonne milice, elle possède également des très bonnes capacités individuelles. Sa capacité de naine qu'elle a appris bien avant la guerre de succession est une bête de naine de type contre-attaque. Sa capacité, le chat aux millions de vies, lui permet de ressusciter après la mort en prenant la vie de l'assaillant. Cette capacité est si forte que, selon Camilla, elle n'a pas besoin de la bête de naine qu'elle a reçue dans le rituel de la jarre. D'ailleurs, tout ce qu'on sait sur cette bête de naine, c'est que, avec certaines conditions, elle peut manipuler quelqu'un à sa guise. C'est les seules informations qui nous a été données par le narrateur. En vrai, dans cette guerre de succession, elle a pas fait grand chose. Pour la milice, ça peut être compréhensible, vu que c'est une capacité sur le long terme, mais Camilla, elle, sa seule offensive, c'est face à Benjamin. Elle a tué quelques gardes, certes, mais en face de Benjamin, elle a vite paniqué, parce qu'il avait très bien compris ses capacités. Après son assaut, elle a été enfermée par Benjamin, et elle a été vite libérée grâce au tribunal. Parmi les gardes qu'elle a tués, il y avait l'utilisateur du Secret Window, qui permet de surveiller quelqu'un, mais grâce à la capacité de Benjamin, ce pouvoir lui appartient maintenant. Donc elle a pas vraiment impacté Benjamin. Après cette action, elle a plus rien fait, et dans le dernier chapitre, selon Benjamin, elle est morte. Donc maintenant que j'ai fait le petit résumé de Camilla, je vais vous expliquer comment tuer Camilla, selon moi, sans être gêné par le chat aux millions de vies. Théorie numéro 1, même si là c'est pas vraiment une théorie, vu que ça paraît un peu évident, mais une mort tout simplement naturelle. Par exemple, via un volcan, le chat ne va pas prendre la vie du volcan pour la ressusciter, ça serait bizarre. Ou alors, théorie numéro 2, la tuer indirectement. Si par exemple, il y a quelqu'un avec un lance-roquette et qui veut tuer une cible sans penser à Camilla, alors je pense dans ce cas-là, le chat ne va pas la ressusciter, vu que pour moi, ce pouvoir dépend de la volonté de l'assaillant. Bon voilà, j'ai fini avec Camilla, passons au prochain prince. Le prince numéro 3 Shorai, qui a pour mère Toshorei, est sans aucun doute le prince le plus riche parmi les princes de Kakin. Selon Shimano, la personnalité du prince est très équilibrée. Par exemple, dans la situation du choix des appels, il est assez humble pour parler à des princes inférieurs. Par contre, si on lui donne pas la priorité, il est assez orgueilleux pour raccrocher. Sa stabilité se remarque aussi dans son impact dans la guerre de succession. Il est assez gentil pour vouloir une solution pacifique. Par contre, si jamais il doit être cruel, il va l'être. C'est le premier prince qui a un lien avec la mafia. Il est lié au clan Shu. D'ailleurs, il semble avoir un lien vraiment très fort parce qu'il considère le chef du clan Shu comme son père. Donc là, il y a deux interprétations. Soit c'est réellement son père et c'est pas incohérent, vu qu'on a vu qu'il y avait le fils de Beyond parmi les princes de Kakin, ou alors c'est juste un père de cœur. La bête de naine de Shorai produit une pièce de 1 tous les jours à 13h. Après 10 jours, la pièce de 1 deviendra une pièce de 10. Et ainsi de suite. Les pièces au fil du temps vont s'accumuler et leur nombre vont changer. Une pièce doit absolument avoir un propriétaire fixe. Si par exemple une pièce de 10 change de propriétaire, la pièce sera réinitialisée à 1 et la gravure va sans doute changer. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur les gravures, on a juste vu qu'il n'y en avait que deux possibles, selon le propriétaire. Le pouvoir de type accumulation est clairement une capacité sur le long terme. Ça reflète parfaitement la personnalité du prince, minutieux et stratégique. Selon Kurapika, si une personne a gardé pendant 6 mois une pièce, sans problème, il débloquera le naine sans risque et sans effort. Il débloquera peut-être même des capacités inconnues. Évidemment, c'est juste des hypothèses. Kurapika n'a pas exclu la possibilité d'une capacité de type manipulation. Le prince Shorai a donné une pièce à Kurapika et Senritsu, le reste il l'a gardé pour lui. Et enfin, il y a un garde de Benjamin qui le surveille qui a gardé une pièce de 10. Là, actuellement, on n'a aucune information sur la position de Shorai, on sait juste qu'il se cache de l'état d'urgence de Benjamin. Donc je suppose que l'alliance entre lui et Kurapika ne tient plus. Donc voilà, c'est tout pour ce prince, maintenant passons à la suite.
Le prince numéro 4, Tsariadnich, qui a pour mère Unma, est clairement le prince le plus fou. Il est extrêmement cruel. L'un de ses hobbies préférés, c'est la collection de parties d'êtres humains. Dans sa collection, il y a les œufs des Kuruta. C'est d'ailleurs pour ça que Kurapika est venu dans la guerre de succession et a rejoint les Zodiacs. Là, c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'il aime particulièrement traquer les femmes. Comme on a pu le voir dès son introduction, où il a tatoué le cadavre d'une femme et a considéré ça comme de l'art, ou alors tout simplement l'apparence de sa bête de naine. Le prince est quelqu'un d'extrêmement prudent. Pour lui, mal connaître son entourage et soi-même sont les plus grands péchés. C'est pour ça qu'il est persuadé de gagner. Il ne laissera pas le trône à ses frères qu'il déteste tous. Sauf le prince numéro 9, lui, il semble apprécier. Après la révélation des bêtes de naines dans le canal d'urgence, le prince numéro 4 s'est tout de suite intéressé aux naines et a demandé de l'aide à Teta. Après avoir vu sa bête de naine, Teta a affirmé qu'il faut absolument que cet homme n'apprenne pas le naine. Dans la session d'entraînement, le prince a clairement montré que c'était un génie. En quelques instants, il arrive déjà à sentir son aura, puis quand il fait le test de l'eau, son aura montre qu'il est de la spécialisation et que c'est quelqu'un de répugnant. Et en plus, il a réussi à créer 2 bêtes de naine. Il est le seul avec Camilla à avoir réussi cette prouesse. La bête de naine qu'il a créée avec son propre naine a la capacité de créer une nouvelle branche temporelle pendant 10 secondes. Ça peut être dingue dit comme ça, mais c'est pas très compliqué. Je vous mets le schéma de Tokashi, pour moi, il résume parfaitement son pouvoir, j'ai rien à ajouter. Et sa deuxième bête, créée avec le rituel de la jarre, est capable de détecter les mensonges. Au premier mensonge, elle laisse une marque. Au deuxième mensonge, elle menace verbalement et laisse une deuxième marque. Et au troisième, c'est un châtiment pire que la mort qui attend la cible, c'est-à-dire devenir l'esclave du prince, littéralement. Comme on l'a vu individuellement, le prince, il est impressionnant. Par contre, son entourage, c'est pas trop ça. À part Teta et son ami, ses gardes, niveau puissance, c'est vraiment moyen. Certes, il a le clan Ei avec lui, mais il ne s'entend vraiment pas avec Morena. S'il était pas occupé avec la guerre de succession, il l'aurait tué. Par contre, il a des amis fidèles, ici de son école militaire. Ils n'ont pas rejoint Thierry parce qu'ils voulaient pas voir l'homme qu'il était devenu. Sinon, ils ont clairement les capacités intellectuelles et physiques. Volksen, l'ami du prince, a rejoint Morena contre son gré pour pouvoir protéger ses amis. Son objectif, bien avant l'état d'urgence, c'était d'améliorer son temps d'activation du Zetsu et sa capacité à maintenir son Zetsu. Il s'est organisé lui-même ses propres sessions d'entraînement. Maintenant, il a plus besoin d'enseignement. Il utilise juste l'ami de Teta comme chronomètre. D'ailleurs, ce dernier va être extrêmement surpris parce qu'il arrive à battre ses propres records en peu de temps, alors qu'il maîtrisait le Zetsu à sa naissance. D'ailleurs, ce qu'il a dit montre peut-être que c'est un enfant de Beyond, car c'est une particularité de ces derniers. Franchement, on voit vraiment qu'il est obsédé par le nen au point qu'il s'isole complètement de la guerre de succession. Ça me rappelle un peu l'anecdote de son ancienne école militaire où il s'est enfermé dans sa chambre jour et nuit pour améliorer son record de démonter et remonter une arme. Là, actuellement, on n'a aucune information de ce qu'il fait, mais je suppose qu'il est encore vivant. Maintenant que j'ai fini avec mon résumé de Thierry, j'aimerais vous partager une réflexion que je me suis fait à propos de sa capacité. On sait que dans l'univers de Hunter x Hunter, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être forcé à utiliser ton Zetsu. Par exemple, avec la banqueroute de Knuckle, on a bien vu que ça embêtait Gon de ne pas pouvoir utiliser son naine pendant un mois. Mais par exemple, si on réutilise le même exemple avec le prince numéro 4, comment réagirait sa bête de naine? Parce qu'on nous a bien dit que la bête de naine de Thierry est une anomalie dans l'univers de Hunter x Hunter, étant donné que son pouvoir s'active quand il est en Zetsu. Donc si jamais ce genre de situation lui arriverait, est-ce qu'il pourrait voir dans le futur pendant un mois? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Le prince Tsubepa, qui a pour mère Doizoru, il a uniquement pour empêcher les princes supérieurs d'accéder au trône, car d'après lui, ils sont insupportables. Pour ça, il va proposer une alliance avec Tseri, mais il a refusé la semaine d'après. Depuis le début de la guerre de succession, le prince Tsubepa a été impressionné par les capacités d'analyse de Kurapika. Dans la prochaine session d'entraînement de Kurapika, il autorisera à ses gardes d'apprendre le nen. Ça va lui permettre de régler le problème de la surveillance des reines supérieures. Sinon, niveau personnalité, il est très calme, mais il est surtout très prudent. Cette personnalité se reflète sur sa bête de naine, car elle se montre jamais. Elle s'est complètement dévoilée après l'alliance du prince numéro 5 et Kurapika. Le prince a l'air d'être quelqu'un de très studieux parce qu'on le voit souvent travailler avec des formules mathématiques derrière. Tout ce qu'on sait sur la capacité de naine du prince, c'est que dans le corps de la bête, il peut produire plusieurs médicaments, donc d'après moi, il pourra peut-être régler le problème du virus dans le bateau. Prince numéro 6, Tyson, qui a pour mère Kotorona, veut devenir roi pas avec la violence, mais grâce à l'amour et la dévotion. Selon elle, la guerre de succession est le pire endroit possible, et elle dit qu'elle n'emmènerait jamais ses enfants dans un tel endroit. Mais sa mère l'a forcée parce que elle avait honte que les autres reines aient pitié d'elle. Elle tient énormément à ses gardes, elle joue avec eux, elle leur offre des cadeaux, et elle n'a pas voulu que l'association des Hunters teste leur capacité, par pure jalousie. La bête de naine du prince reflète parfaitement sa personnalité. Ceux qui ont reçu le livre de Tyson sont suivis par un œil tétard. L'œil tétard réquisitionne l'aura auprès de son maître, et transmet du bonheur en échange. Le degré de bonheur dépend de l'engouement développé à la lecture du livre de Tyson. Cependant, celui qui enfreint le seul interdit du canon s'expose à une sévère punition. Cette partie du pouvoir nous montre peut-être une partie sombre du prince. Elle a donné ses livres au prince inférieur et à leur mère. Le maître de Kurapika lui a fortement recommandé de donner un livre pour potentiellement arrêter la guerre de succession. Bon, après ça va peut-être pas marcher vu que le roi a dit que rien ne pouvait arrêter cette guerre. Donc voilà, c'est tout pour ce prince, maintenant passons à la suite.
Le prince numéro 7, Lusurus, qui a pour mère Doiseru, ne s'intéresse pas du tout au trône. Parmi sa garde, il y a Basho, et de temps en temps, ils prennent de la drogue ensemble. Et on peut voir que dans leur dialogue, ils sont vraiment familiers. Donc le prince s'en fout complètement de la politesse. Il est lié au clan chat, et il gagne de l'argent grâce à sa drogue. On lui avait proposé d'apprendre le nen, mais il a estimé que ça prenait trop longtemps. Donc ça servait à rien pour l'instant. Donc peut-être il va demander de l'aide à Kurapika pour qu'il utilise son pouvoir sur lui afin d'apprendre le nen plus rapidement. Sa bête de nen lui permet de matérialiser le désir de la cible pour lui tendre un piège. Quand la cible tombe dans le piège, son désir est assouvi. Au début de la guerre, il nous a parlé d'une alliance entre lui et le prince numéro 5, mais on n'a eu aucune information par la suite. Dans le dernier chapitre, il est introuvable. Voilà, c'est tout pour ce prince, maintenant passons au prince numéro 8. Le prince numéro 8, Salé Salé, qui a pour mère Cinco o Cinco, est franchement là juste pour s'amuser. Il aime avoir l'attention du monde et s'amuser au lit avec des femmes, même devant sa mère. Sa bête de naine crache de la fumée. Si une personne respire la fumée de la bête un certain temps, il se mettra à adorer le prince. Le temps dépend des personnes. Si une personne aimait déjà le prince, ça mettra quelques heures, mais si une personne est indifférente au prince, ça mettra 3 jours. La portée de la fumée du prince est de 7 mètres. Quand le temps est écoulé, une mini bête de naine se met au-dessus de la cible, et on recommence le cycle avec une portée de fumée de 2 mètres. Selon Ryan, le membre de la milice du prince Benjamin, si le prince exploite bien ce pouvoir, ça lui permettrait d'avoir la dictature la plus approuvée de l'histoire. Mais bon, sa capacité Predator a dévoré sa bête et a été tué par un autre membre. Franchement, ce prince, il a vraiment rien fait. Il a dit qu'il allait choquer cette guerre, mais non seulement c'était juste du rap, et en plus, il est mort avant de le faire. Donc voilà, c'est tout pour ce prince. Maintenant, passons au prince numéro 9. Le prince numéro 9, Alkenberg, est sans aucun doute le prince le plus valeureux parmi les princes de Kakin. Son objectif, c'est de changer le système politique de Kakin. C'est pour ça qu'il est très apprécié par le peuple. S'il est venu dans le bateau, c'était pour pas embarrasser son père pendant la cérémonie. Mais à la base, il avait aucune intention de participer à la guerre de succession. Après la mort de Momose, il s'est senti complice du meurtre. Il est donc parti voir son père pour arrêter cette guerre. Dans cette discussion, il lui a demandé comme prévu d'arrêter cette guerre, sinon il allait lui tirer dessus. Le roi a refusé et il lui a dit qu'il devait arrêter de dépendre des autres et d'agir par lui-même, car il avait un comportement d'hypocrite. En voyant qu'il est bien déterminé à rien faire et que son attaque était prévue par le roi, il a décidé de mettre fin à ses jours. Mais sa bête en a décidé autrement. C'est là que le roi va fortement contribuer à l'évolution du prince et va lui dire que le plus important c'est le pays, quitte à sacrifier les autres princes. Et que s'il trouvait qu'un roi n'était pas nécessaire pour gouverner un pays, il fallait qu'il devienne roi pour changer ça. C'est là que Alkenberg a décidé de participer pleinement à cette guerre de succession. La bête de naine du prince numéro 9 donne une marque de plume sur la main qui symbolise la fidélité des possesseurs de la marque à Alkenberg. Ce qui signifie que tous ceux qui portent la marque sont consentants. Quand les possesseurs de la marque se regroupent autour de Alkenberg, leur volonté et leur puissance s'uniformisent. Le roi à ce moment-là est de ce qu'il y a de plus puissant au sein des naines. Le prince numéro 9 a aussi sa propre capacité. Quand il active son pouvoir, l'aura de ses compagnons qui l'entourent se transforme en armure puissante, qui le protège et en flèche qui transperce son ennemi. Le prince, lui, a juste à matérialiser un arc et à décocher. Au moment où il tire, une personne dans le groupe est sacrifiée, aléatoirement. Le prince compris. La flèche, elle, est inarrêtable. Aucune défense peut l'arrêter. Au moment où la flèche atteint sa cible, l'âme de la personne sacrifiée rejoint le corps de la cible. Grâce à son éveil, le prince Alkenberg est clairement devenu le prince le plus dangereux avec Benjamin. C'est pour ça que Balsamico a tenté de le tuer. Il a certes tué l'enveloppe du prince numéro 9, mais pas son âme. Elle est entrée dans le corps de Balsamico. On a appris plus tard, grâce à la lettre de Kacho, que la vraie mère de Alkenberg, c'est pas Doiseru, c'est Unma. Et elle est bien décidée à aider son fils. Dans le dernier chapitre, je pense pas que Benjamin sache que Alkenberg soit dans le corps de Balsamico. Pour lui, il est mort. J'ai pas de théorie pour le prince numéro 9, mais j'espère que Togashi va développer sa relation avec Tseri. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi il s'apprécie, en détail. Voilà, c'est tout pour ce prince, maintenant passons à la suite. Les princes Kacho et Fugetsu, qui ont pour mère Seiko, sont deux jumelles. Leur complicité est si grande que plusieurs personnes pensent qu'ils devraient faire leur règne à deux, même si c'est impossible en théorie. Fugetsu est calme et réservée. Après avoir découvert son pouvoir, elle a tout de suite voulu rejoindre Kacho. La capacité de la bête de naine de Fugetsu est de type téléportation. Fugetsu gère l'aller et Kacho gère le retour. Sa bête prend la forme d'un ver. Kacho, elle est beaucoup plus extravertie. Elle a fait exprès d'être détestable pour faire en sorte que s'il y a un choix, les autres gardes choisissent Fugetsu. Mais ça, Senritsu, qui fait partie de sa garde, l'a très bien compris, étant donné qu'elle peut lire dans les cœurs des gens. Grâce à ça, les deux ont communiqué en secret pour trouver un moyen de s'échapper. Le plan était simple. Senritsu devait étourdir tout le monde avec sa musique pendant quelques temps, et les deux jumelles avaient juste à rejoindre un mini-bateau pour s'enfuir. Tout s'est passé comme prévu, même si ça a coûté un sacrifice. Mais des mystérieuses masses sont apparues et elles ont tué Kacho, ce qui prouve que personne ne peut s'échapper du bateau. C'est là qu'on a appris le pouvoir de la bête de naine de Kacho. Si l'une des deux sœurs meurt, la bête de Kacho prendra l'apparence de la sœur morte et restera jusqu'à la mort auprès de la sœur vivante. C'est exactement ce qui s'est passé pour Kacho. Et techniquement, elle a glitch la règle de la guerre avec Alkenberg. Les deux sont considérés comme morts alors qu'ils vivent leur
leur vie dans le bateau. Certes, maintenant Kacho doit se cacher à l'abri des regards, mais maintenant elle a plus besoin de jouer la méchante. Cependant, Fugetsu est dans un sale état, même si elle sait pas que Kacho est réellement morte. Le groupe Kacho Kaiser et Senritsu vont supposer que c'est le pouvoir de l'Usurus, et vu la capacité, c'est cohérent. En pleine réflexion, ils ont pensé à un plan. Le plan est simple, Fugetsu devait donner les lettres d'adieu de Kacho en main propre aux princes restants dans leur résidence. Comme ça, Fugetsu pourra marquer leur résidence avec son pouvoir, et les informations de la lettre qui contiennent les crimes du prince numéro 4, le secret de la naissance du prince numéro 9, et des informations sur le prince Benjamin, pourront potentiellement créer un conflit entre les princes. La mère de Kacho et Fugetsu dans tout ça semblait au début être attachée à ses enfants, mais en réalité, elle les utilise pour monter au pouvoir. Là, dans le dernier chapitre, on n'a aucune information sur les deux princes, mais on peut supposer que grâce au pouvoir de Fugetsu, ils ont réussi à se cacher. Bon voilà, c'est tout pour ces princes, maintenant passons à la suite. Le prince numéro 12, Momotse, qui a pour mère Sevanshin, est clairement la fille mal aimée. Sa mère l'a complètement délaissée en lui enlevant ses propres gardes, pour les donner au prince numéro 13. Elle semble mépriser sa mère, car pour elle, si elle panique autant, c'est que son petit frère n'a pas l'étoffe d'un roi. Grâce à sa bête de naine, elle est capable de produire des parasites. Le parasite demandera à une cible s'il est disponible. Il n'arrêtera pas tant que la cible n'a pas dit oui. Au moment où la cible dit oui, elle perdra le contrôle de son propre corps. C'est le premier prince à mourir. Elle a été tuée par étranglement par son propre garde. Hanzo, qui faisait partie de sa garde, a enquêté sur le meurtrier et l'a découvert. En vrai, c'est grâce à elle qu'on a découvert les 14 cercueils, et grâce à elle, elle a démarré toutes les sous-intrigues du bateau. Donc franchement, on peut la remercier pour ça. Voilà, c'est tout pour ce prince, maintenant passons à la suite. Prince Marayamu, qui a pour mère Sevanshin, et le chouchou de sa mère. C'est lui qui a récupéré les gardes de sa grande sœur. On n'a pas vraiment d'informations sur sa bête de naine, mais sa capacité est de type spatial. On sait aussi que sa bête attaque ennemis ou alliés, et qu'elle grossit en fonction du stress du prince. Il semble bien aimer Biscuit, qui fait partie de sa garde. Dans le dernier chapitre, on sait pas s'il est encore vivant ou mort, mais de toute façon, depuis le début de cette guerre, il est très passif, étant donné que c'est un petit enfant. Bon voilà, c'est tout pour ce prince, maintenant passons à la suite. Le prince Waburu, qui a pour mère Oito, est là contre son gré. Sa mère et lui ont été forcés de venir, sinon il y aurait eu de grosses conséquences pour eux. Le plus grand allié du prince, c'est clairement Kurapika. À la base, il voulait protéger le prince numéro 9 pour pouvoir se rapprocher du prince numéro 4, mais il a bien voulu les protéger à la place. Au tout début de la guerre, on a appris plusieurs informations sur Kurapika. Déjà quand il utilise Emperor Time, il perd de l'espérance de vie, et il a une technique nommée Steel Chain, qui lui permet de prendre la capacité de quelqu'un, et même donner la capacité en question à quelqu'un qui ne maîtrise pas le nen. Mais bon, évidemment, il y a une contrepartie, il est obligé d'utiliser l'Emperor Time pour utiliser Steel Chain, ce qui lui fait perdre l'espérance de vie. Et s'il désactive ce mode, alors qu'il a une capacité avec lui, le pouvoir part tout simplement. Ce qui est pratique avec le Steel Chain, c'est que s'il utilise cette chaîne sur quelqu'un, les chocos de la personne seront automatiquement ouvertes. Donc ça évite les risques ou faire trop d'efforts. À cause de l'attaque de Momose, l'équipe de Kurapika a moins de membres, mais elle reste quand même intéressante. Déjà, il y a Senritsu, Bacho, Hanzo, Biscuit et son ancien maître. Il les a engagés pour l'aider à se rapprocher de Tseri. Donc comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, ils se sont dirigés vers différents princes. Ensuite, il y a Oito, la mère du prince. Elle sait prendre des initiatives et être importante quand il le faut pour son enfant. Je pense notamment au moment quand Kurapika lui a donné la capacité de contrôler un cafard. Grâce à ça, elle a pu dessiner un plan de la résidence du prince numéro 13. Elle voulait aussi dessiner un plan du prince numéro 4, mais malheureusement sa bête de naine a mangé le cafard. Comme je l'ai dit précédemment, étant donné que le Steel Chain a été utilisé sur elle, elle peut maintenant utiliser le naine. Mais bon, vu qu'elle est pas aussi talentueuse que Tseri, ça risque de prendre un peu de temps. Ce que j'aime beaucoup chez Oito, c'est clairement son humanité. Elle a été prête à sacrifier un plan pour sauver sa belle-fille. Mais bon, malheureusement, dans cette guerre de succession, ce trait de personnalité risque de lui porter préjudice. Ensuite, il y a Shimano. Elle a une très bonne capacité d'analyse, on peut voir ça dans le choix des appels. Sa réflexion et ses connaissances sur les princes sont si impressionnantes que Kurapika lui a permis de l'aider dans des futures situations, quand elle le voulait. Ensuite, il y a Bill. Bon, lui, il m'a pas forcément marqué, mais bon, il est sympa et il fait ce qu'on lui dit. Kurapika s'est allié avec le prince numéro 3 et a récupéré quelques gardes, et dans les derniers chapitres, il a également fait une alliance avec le prince numéro 5. Et enfin, il y a le prince Waburu. On n'a pas vraiment d'informations sur sa bête de naine, on suppose que c'est une capacité de type contre-attaque. Il semble beaucoup apprécier Kurapika. L'objectif de Kurapika, c'est de retarder le conflit. Pour ça, il a révélé des informations sur les bêtes de naine, et il a organisé des sessions d'entraînement pour apprendre le nen. Certes, cette stratégie est risquée, vu qu'on sait pas quel type de nen un adversaire va développer, mais au moins ça lui laisse un peu de temps pour réfléchir. Kurapika ne sait pas que la brigade fantôme est sur le bateau, mais dans tous les cas, ça change rien pour lui, il privilégie la protection du prince à ses ambitions. Là, actuellement, dans le dernier chapitre, on sait pas où il est, mais bon, vu que c'est le protagoniste de cet arc, il peut pas mourir hors champ. Donc voilà, c'était le dernier prince. Maintenant, passons à la conclusion et à mes théories. Déjà, je vais commencer par le fils de Beyond. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le prince Thierry est l'enfant de Beyond. En vrai, c'est pas incohérent vu son talent et son temps d'écran, mais je trouve que ça serait trop prévisible. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup que Togashi donne de l'intérêt à un prince qu'il a pas trop développé. Genre Tsubepa, l'Usurus ou même Tyson. Donc je vais essayer d'analyser les trois. Tsubepa, ça expliquerait pourquoi il veut éliminer les princes supérieurs. Ensuite, je trouve personnellement que Tyson, ça serait une révélation vraiment drôle, vu son comportement naïf. Mais celui que je veux vraiment, personnellement, moi, c'est l'Usurus. Parce qu'à part le fait qu'il a un lien avec la mafia, on sait vraiment rien de lui. Et vu son comportement familier,
Et j'ai l'impression qu'il a pas grandi comme un prince. En voyant qui peut être le futur roi. Il y a 3 princes qui ont réellement le potentiel d'être roi, qui a le charisme et l'influence, même si il va bientôt mourir, on suppose qu'il a inculqué la même mentalité à son fils illégitime. Ensuite Alkenberg, qui est très apprécié par le peuple, et enfin Thierry, qui a clairement l'ambition et le pouvoir qui va avec. Mais pour moi, ça sera aucun des 3. Déjà parce que Benjamin, je le vois mal réussir son plan de tuer tous les princes. Ensuite Alkenberg, j'ai l'impression qu'il est trop sympa pour que Togashi lui donne sa chance, et à l'inverse Thierry, c'est vraiment une ordure. Je pense pas que Togashi va le mettre 3, sinon ça serait vraiment un bordel. Après c'est que mon avis, peut-être Togashi va me donner tort. Moi à mon avis, le futur roi de Kakin, ça sera Shorai. Parce qu'il est parfaitement équilibré dans sa personnalité, il sait être lumineux et ténébreux quand il le faut, mais ce qui me fait dire ça, c'est surtout sa capacité sur le long terme, qui est exploitable seulement quand il sera roi. C'est pas la première fois que Togashi n'exploite pas une capacité, mais quand même, je trouve que ça serait dommage de ne pas nous la montrer complètement. Surtout que c'est une capacité intéressante. Bon voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Franchement, j'aime vraiment les princes. C'est vraiment impressionnant ce que Togashi a fait, mais moi mon coup de cœur c'est surtout Kurapika. On sait qu'il était déjà intelligent. Franchement là, Togashi il est vraiment en train de le sublimer. C'est pas Gon qui aurait fait ça en tout cas. Lui, il préfère menacer des aveugles. Merci d'avoir regardé la vidéo et likez et abonnez-vous.